Chers internautes, bonjour, bienvenue pour le 75e Sitrep avec Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël. Alors, Et oui, alors je remplace Tom pour ce 75e Sitrep. Tu peux expliquer brièvement pourquoi? oui. Alors bonjour à tout le monde. Vous savez que, comme vous avez vu, il n'y a pas eu de CITREP depuis début février, voire même un peu plus depuis décembre, parce que Tom a eu des problèmes sur son matériel. Il a été attaqué, et il était en mauvaise santé aussi. Donc, nous avons pris la décision de continuer les CITREP avec Raphaël et jusqu'à ce que effectivement Tom puisse reprendre la main et continuer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir systématiquement continuer à vous réinformer sur ce qui se passe en Syrie, sur ce qui se passe dans notre région. Et donc, voilà, je continue, me revoilà. Alors, on va Et je commencer. vous salue. Je vous souhaite une bonne nouvelle année 2020, puisqu'on ne s'est pas vu depuis, on ne s'est pas entendu depuis. Et puis, nous espérons que ça va être une année de victoire et de triomphe pour les peuples et surtout pour les causes justes, pour la paix dans le monde et contre l'hégémonisme des pays qui veulent systématiquement piller les autres. Alors, on va parler d'un événement dramatique, l'assassinat de Soleimani qui a eu lieu à Bagdad il y a de cela quelques semaines. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement et de ses conséquences? Effectivement, alors ça fait partie des grands crimes que font les États-Unis dans notre région. Le grand général Qasem Soleimani, qui est une personnalité très importante de l'axe de la résistance, des pays de l'axe de la résistance. Certes, il est iranien, mais il a aidé effectivement c'est un conseiller, en fait, un consultant et un conseiller, et il a participé, je peux dire, dans les conseils pour la libération de beaucoup d'endroits, notamment la libération du Sud-Liban, notamment pour la libération aussi des points durs et des coins très difficiles, comme la Badia en Syrie. Ces conseils ont aidé aussi beaucoup dans la lutte antiterroriste dans toute la région, en Irak, en Syrie, au Liban. Et cet assassinat par traîtrise, en fait, et qui est vraiment très lâche, qui a été fait par les Américains, a été fait par des drones au moment de son arrivée à l'aéroport de Bagdad. Il était reçu par le vice-président de Hashd al-Sha'bi et donc les forces populaires, justement, en Irak, et avec donc un ensemble de grands dirigeants de Hashd al-Sha'bi aussi. Ils ont tous été assassinés par ces drones, des missiles ou des bombes tirées par ces drones. Donc, un acte lâche, hideux, odieux, qui n'a pas de raison d'être de toute manière, à part le fait que Trump cherche avec Netanyahou à se faire mousser pour les élections d'un côté et à se faire valoir. Alors Trump se faire valoir auprès de Netanyahou et Netanyahou aussi montrer qu'il est soutenu par les Américains. Comme vous le savez, tous les deux sont en but au service judiciaire et dans leur pays, car les deux sont poursuivis. Enfin, Netanyahou est poursuivi pour des affaires de corruption et de détournement d'argent qui sont très, très importantes, et c'est pour se sauver de la prison. Et de la même manière, Trump est toujours en fait en pleine procédure d'impeachment en fait, et puis de destitution.
donc aux États-Unis. Et c'était donc pour cela, tous les deux ont fait ce crime odieux. Alors, Alors, le général Soleimani était quand même un peu la bête noire des services secrets américains et israéliens mm, depuis des années. Il y a un article qui parle de lui sur le site du Cercle des Volontaires. mm, C'était quand même une sorte de légende dans la région. tout Vous à avez dit, il a participé à l'essor de beaucoup de mouvements de résistance. fait. Mm. Donc, quelles ont été les conséquences de sa mort, notamment en Irak? Alors, c'est quelqu'un qui est très aimé par les peuples, justement, pour cette aide systématique au peuple, hein. Alors là, c'était une sorte de grand tremblement de terre, en fait, cet assassinat. Il y a eu des millions de personnes qui sont parties, qui sont sorties dans les obsèques. Alors, d'abord, il y a eu des obsèques dans toutes les villes de l'Iran, et puis des obsèques dans toutes les villes irakiennes. Et dans toutes ces obsèques, il y a eu des millions et des millions de personnes. Il y a des personnes qui disaient que de toute façon, c'est les plus grosses obsèques qu'on a pu voir depuis le décès de Khomeini, en fait, en Iran. C'était véritablement des grandes masses, un raz-de-marée humain qui a envahi les rues et les villes, bien sûr. Donc tout le monde a promis une vengeance terrible, hein. Et bien sûr, ça ne va pas tarder, ou ça n'a pas tardé à venir. La riposte, en fait, c'est pas une vengeance parce que c'est une riposte, c'est un acte d'agression, et agression de la souveraineté irakienne, iranienne. C'est en fait une double agression de la souveraineté irakienne, puisque c'est un attentat opéré par les Américains sur le sol irakien, qui touche un invité d'un autre pays, et un invité officiel en plus. Soleimani était en visite officielle à l'Irak, et qui de plus c'est quelqu'un d'un très haut rang, je dirais, au niveau militaire, au niveau populaire. Une agression contre l'Iran, puisque c'est aussi l'assassinat d'un de ses plus grands dirigeants, je dirais, de l'action révolutionnaire. Et il était très proche du Khamenei. La preuve d'ailleurs, parce que ces obsèques, c'était Khamenei qui a fait la prière lui-même. C'est lui qui a dirigé la prière par sa personne. Donc, c'est dire à quel point c'est un personnage qui est apprécié, aimé, apprécié, etc. Donc, ça a fait un grand tremblement de terre. Immédiatement, comment dire, les officiels iraniens ont déclaré que de toute façon, aujourd'hui, les Américains ont signé par eux-mêmes leur fin dans la région par cet acte, hein. En plus, le Parlement irakien s'est immédiatement réuni et a voté par tous les groupes politiques qui étaient présents, de mettre fin donc à l'occupation américaine, et qu'il fallait que les Américains quittent et vident leur base immédiatement. Suite à cela, pardon, tu voulais dire Non, quelque chose. j'écoutais. Et donc effectivement, les conséquences, c'est pas uniquement la frappe iranienne qu'il y a eu sur la base américaine en Irak, c'est vraiment effectivement le fait que les Américains étaient plus que jamais persona non grata dans la région pour un certain nombre de courants. Tout à fait, effectivement. Les Américains ont été, en fait, bon,
là, ça a pris quand même une dimension officielle, je dirais, puisque ce sont les États, l'Iran, l'Irak, alors que les Américains avaient des alliés en Irak, en fait, une partie des partis politiques qui étaient leurs alliés. Et ben là, ils ont créé l'unanimité contre eux, puisque tous les partis politiques se sont réunis pour dire, de toute façon, les Américains dehors, il va falloir vider les bases et on vous donne un délai. Il va falloir préciser un délai pour partir du pays. Alors, il est certain qu'après, il y a eu, en fait, avant cet assassinat, il y avait des grandes manifestations en Irak, il y a des mouvements contre la corruption, contre la vie chère, etc., qui parlaient de changement du gouvernement. Même le président du gouvernement avait démissionné, donc c'était le gouvernement provisoire qui dirigeait les affaires en attendant qu'il y ait la formation d'un nouveau gouvernement. Mais en fait, par cet attentat, l'unanimité et l'unité totale des Irakiens a été faite au moins contre cet objectif qui est de mettre les Américains et les bases américaines dehors puis de consacrer, de renforcer la souveraineté du pays, la souveraineté de l'Irak et son indépendance. Et du coup, ça a cassé un peu ces mouvements qui demandaient le retrait à la fois des Américains mais aussi des Iraniens. Oui aussi, mais d'un autre côté, c'est tous ces mouvements, là, ça continue, je dirais, pour l'amélioration des questions au niveau de la vie de tous les jours pour les Irakiens. Mais d'un autre côté, il y a eu un objectif commun, celui de défendre le pays, défendre sa souveraineté, et puis surtout contre l'envahisseur américain. Et qui est devenu la priorité ultime de tout le monde. D'accord. Ça, c'est clair. Alors, on va parler c'est important. On revient pour là aussi, en fait, suite à cette opération, très vite, Trump a déclaré ou a fait connaître, a fait savoir son plan de paix, entre guillemets, pour la Palestine. En fait, les deux faits sont liés. Voilà, ce qui est appelé le deal du siècle. Bon, on peut en parler maintenant. Oui, si tu veux. Alors, effectivement, ce deal du siècle, il revient à consacrer l'occupation israélienne, à consacrer le pillage israélien de l'ensemble des terres palestiniennes. C'est aussi même les terres, une partie des terres jordaniennes et une partie des terres syriennes. Alors ça c'est un premier point. Le deuxième point c'était aussi que il fallait que les Palestiniens rendent leurs armes et puis vouent allégeance à la limite à l'État israélien et continue à traiter avec lui, mais que ils acceptent qu'il y ait un État qui est désarmé et qui n'a pas de souveraineté et qui soit découpé dans des bantoustans, puisque ce plan comprenait la légalisation de l'ensemble des colonies illégales qui ont été construites sur les terres. Donc ce n'est même plus les terres les frontières de 67, c'était les quelques bouts de terrain qui restaient ou que les Israéliens voulaient bien laisser aux Palestiniens qui sont eux les propriétaires initiaux des terres d'une part, et puis aucun droit au retour. Aucun retour. Un détail qui n'en est pas un, c'est que Jérusalem-Est, c'est même pas Jérusalem-Est, c'est dans la banlieue de Jérusalem. Oui, en plus, la capitale des Palestiniens, quoi. Oui, voilà. C'est un peu, c'est presque, on pourrait se croire qu'ils se moquent des Palestiniens, mais en fait, c'est même pas ça. En fait, pour eux, c'est vraiment une proposition sur la table. Oui, c'est même pas une proposition, c'est en fait un plan de liquidation des Palestiniens, en fait, et de leurs droits.
C'est bien sûr que tout le monde l'a refusé, tous les Palestiniens. Là aussi, il y avait des différentes positions avant ce plan dans les rangs des organisations palestiniennes. Et ben là, l'ensemble des organisations ont été aussi unies dans le rejet de ce plan dit de paix, et qui n'est rien d'autre qu'un plan de démantèlement total de tout ce qui peut être palestinien et de la Palestine, et même du droit des Palestiniens. Voilà. Donc, suite à ça, il y a eu, excuse-moi, juste oui, deux mots, bien sûr. il y a eu des réactions violentes à Gaza, il y a eu des réactions partout, effectivement, et bon, bah ça montre aussi que les Palestiniens serrent les liens, se serrent les liens, et aussi continuent leur combat, et ont décidé de lancer à nouveau la lutte armée pour la libération de leur pays. Alors, on va parler maintenant de la Syrie plus précisément, et de l'avancée de l'armée arabe syrienne. Justement, puisqu'il y a eu la ville d'Alep et une base russe qui ont été la cible d'attaque. Et donc, en conséquence, donc l'armée a essayé de nettoyer un petit peu la zone. Elle est parvenue à libérer l'autoroute qui relie Alep à Damas, qui est une autoroute un peu centrale, puisque Alep est un des poumons économiques, si ce n'est le poumon économique de la Syrie. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces avancées récentes qui sont quand même plutôt positives? Alors, effectivement, depuis le mois de février, en fait, on peut revenir un petit peu en arrière sur les accords de Sochi, en fait, ce qu'on appelle les accords de Sochi, d'Astana, où la Turquie s'était engagée par écrit avec la Russie en octobre 2018, il fallait, alors les accords de Sochi, c'était octobre 2018, il fallait que les Turcs, qui sont garants des terroristes, fassent pression sur les... D'abord, la Turquie doit lutter contre le terrorisme. Deuxièmement, la Turquie doit faire pression sur l'ensemble des factions terroristes de manière à ce qu'elles reculent 15 à 20 kilomètres des lignes de confrontation avec l'armée arabe syrienne. Troisièmement, qu'il y ait la libération totale, en fait, l'ouverture, la réouverture de l'autoroute Alep-Damas et Alep-Hama, en fait, et Alep-Latakia, et que, en dernier lieu, que la Turquie, à la fin 2018, décembre 2018, devait rendre à l'autorité, à l'État syrien, le contrôle de l'ensemble des zones qu'elle occupait, en fait, de la Syrie, c'est-à-dire donc Idlib, Afrin, etc., Hasakeh, et l'ensemble des territoires qui ont été occupés par la Turquie, par les opérations Rameau de l'Olivier, et etc., etc. Il y a eu 3 opérations comme ça. Donc voilà, et surtout donc le retrait. Et le retrait des troupes turques. C'était l'accord. Donc à l'horizon décembre 2018, ça devait être fait. Mais effectivement, alors ils ont demandé 2018 à décembre 2018 la prolongation d'un délai de 6 mois, puisqu'ils n'arrivaient pas à séparer les terroristes des non-terroristes parmi les factions agissantes, et que chose qui a été accordée par les Russes aussi. Et alors, à ce moment-là, je voudrais dire que l'armée syrienne avançait déjà. Donc, voilà. Et donc, les 6 mois se sont passés. On a vu que les Turcs ont plutôt aidé
envoyer davantage de munitions, d'armes et surtout aussi de combattants aux côtés des terroristes qui sont Al-Nusra, qui est la plus grande partie, ça a été Al-Nusra, qui est reconnue quand même, connue et reconnue comme organisation terroriste sur la liste de l'ONU, hein, et par le Conseil de sécurité. Et que, deuxièmement, il y a les autres factions, Noureddin Zenki, l'armée du Turkestan, l'armée du Caucase, Al-Jaysh al-Ahrar, etc., etc. Donc, il y a plus de 40 factions terroristes, hein, et à Idlib qui étaient liées à des sources de financement différentes. Donc, la Turquie avait dit ces grandes difficultés, etc. Mais en fait, très rapidement, c'est Al-Nusra qui a pris le dessus parce qu'au début, il y a eu des grandes bagarres et des combats entre les différentes factions. Et puis voilà, et on se rend compte maintenant, en août 2019, hein, l'armée arabe syrienne a opéré une avancée aussi suite à des agressions répétées donc, des terroristes contre les villes de Mhardeh, Hama, etc. Toute la campagne nord de Hama qui était systématiquement agressée par des missiles qui sont de plus en plus longue portée et de plus en plus agressifs, de plus en plus brûlants contre la population civile. Il y a eu énormément de morts et de blessés, notamment des enfants et des familles entières qui ont disparu comme ça. Donc l'armée arabe syrienne a répondu et a avancé, a opéré une avancée. Elle a libéré Khan Sheikhoun, rappelez-vous, l'été dernier, Khan Sheikhoun, Mourek, etc. Elle est arrivée jusqu'au point de surveillance, entre guillemets, turque. Et là, il y avait des chars et des blindés turcs qui étaient arrivés. L'armée syrienne ou l'aviation syrienne aussi avait bombardé. Donc là, devant, pas les Turcs, mais devant, à côté de leur base. Et donc, ils se sont arrêtés et il y a une partie des chars qui s'est retirée. Et il y a eu donc à nouveau un cessez-le-feu en disant, écoutez, on va y aller, on va appliquer, on va faire notre possible pour appliquer. Et à nouveau, donc, des agressions, cette fois-ci, aller du côté des quartiers résidentiels et des quartiers civils de la ville d'Alep. Donc tous les quartiers ouest étaient systématiquement bombardés aussi par les terroristes. Et là, bon, effectivement, après des appels de la population et puis les violations en fait de tous les accords de soi-disant de paix, etc. Pas de paix ou d'abaissement de la tension, comment dire, c'est le feu. C'était même pas, en fait, c'était abaissement de tension, c'était apaisement, les traités d'apaisement, et les terroristes, on s'est rendu compte qu'ils avaient quand même des armes de plus en plus performantes, des missiles qui tirent de plus en plus loin et qui sont systématiquement orientés contre les populations civiles, contre les circuits de distribution d'eau, contre les machines de production électrique, les grandes centrales de production électrique, de manière à empêcher toute vie et rendre la vie des civils impossible. Donc là-dessus, l'armée arabe syrienne a attaqué. À chaque fois, elle attaquait le lieu d'où partaient ces missiles, en fait. Donc, elle a attaqué effectivement les différents quartiers généraux, et puis elle a donc une opération de libération, je dirais, d'Idlib et de libération de l'armée et de cette autoroute, en fait, a été effectuée, donc des débuts
février et dès début février. Ce qui fait l'avancée de l'armée arabe syrienne était une avancée vraiment très positive, fulgurante. Elle a libéré 600 km² en moins d'une semaine, 50 villages et villes. Les grandes villes importantes sont été les villes de Saraqib, de Ma'aret el-Na'man, qui étaient qui étaient vraiment quartiers généraux des terroristes dans la région. Et puis là, l'armée arabe syrienne continue son avancée. Elle libère un village ou deux ou trois pratiquement tous les jours. Elle a pris le contrôle d'un grand nombre de monts et montagnes et de collines qui sont dominantes sur l'ensemble des villes, des plaines, ce qui fait que ce qui n'a pas été libéré va être libéré très rapidement puisqu'il y a domination par le feu de l'armée arabe syrienne sur ces villages, et qu'aujourd'hui les terroristes commencent à fuir vers les frontières turques, vers le nord. Donc, et puis, ça, c'est quelque chose de très, très important à bien surveiller. Un dernier point, je voudrais ajouter là-dessus aussi, donc, bien entendu, quand l'armée rentre dans ces villes et villages, la première chose qu'elle fait, c'est déminer. Et alors, on se rend compte qu'il y a eu une densité de mines qui ont été plantées dans ces villes, dans les maisons, absolument effarantes. Donc là, l'armée s'emploie aussi à déminer. D'un côté, de l'autre côté, elle découvre des quantités de tunnels et sous la ville, et des villes sous les villes, en fait, vraiment des villes entières, des étages, etc., sans parler de l'ensemble des vivres, des munitions, des salles de torture et des salles de vie, etc., qu'ils trouvent dans ces endroits. Donc, je voudrais dire au moins à Ma'aret el-Na'man, il y a une montagne qui fait 150 mètres, que tout est creusé en dessous, et que il y a une sorte comment dire, c'est creusé aussi, on voit le sommet de la montagne, et par là, ils balançaient les missiles sur les villes voisines, par cette montagne, mais par le bas. En fait, tout ça c'est creusé. On voit le ciel de ce tunnel. Hein. C'est quelque chose qui est à 150 mètres sous terre, quoi. Ah, c'est énorme. C'est énorme, un énorme travail. Tout ça fait avec l'aide des Turcs et avec de la machinerie américaine, turque, etc. Alors, donc, ouais. il y avait un autre point qu'on voulait aborder également, c'était dans le nord-est de la Syrie. Il y a une résistance qui commence à se faire jour au sein de la population contre la présence américaine. Oui, alors... on va pas dire qu'ils étaient accueillants, enfin que leur présence était bienvenue auparavant, hein, bien sûr, mais on dirait que la contestation est montée d'un cran. Absolument. Alors là-dessus, je voudrais juste continuer sur l'ouest d'Alep et sur les villes qui sont libérées aujourd'hui. Je peux dire l'armée arabe syrienne continue à avancer malgré les intempéries, parce qu'il fait -5, -10 là-bas. Il neige sans arrêt. Et que toutes ces villes vont être libérées. Il y a eu donc la libération de l'artère principale, comme vous aviez dit, l'autoroute M4, M5, hein, qui relie donc Alep et qui va jusqu'à la Jordanie. C'est quand même une artère économique très importante. Et en cours de libération, l'artère M4 qui relie l'autoroute M4 qui relie Alep à Latakia. D'accord. Donc voilà, et donc en passant par Idlib.
La ville d'Idlib, en fait, va certainement être encerclée et donc on va vers Ariha, vers les autres villes. Mais aujourd'hui, il y a une volonté de libérer la totalité des villes et villages à l'ouest d'Alep pour sécuriser complètement la ville d'Alep. D'accord. Voilà, et puis l'armée avance très bien malgré le fait que je voudrais ajouter aussi que la Turquie a donné aux terroristes des anti en fait des missiles, des lance-missiles sol-air, hein, de manière à s'attaquer aux avions. Et donc il y a eu deux hélicoptères, oui, un hélicoptère syrien qui a été malheureusement descendu, abattu. Et puis, à nouveau, il y a eu une agression. Un point important aussi qui montre la connivence avec Israël, c'est que à chaque fois que les terroristes étaient vraiment en grande difficulté, il y a eu des agressions israéliennes contre la Syrie. Dans cette semaine, il y a eu 2 agressions, en fait, hein, une contre l'aéroport de Damas et les alentours de Damas, et une deuxième qui a eu lieu hier. Qui ont été interceptés quand même par les défenses aériennes syriennes. Il n'y a pas eu de dégâts en vie, heureusement, mais des dégâts matériels importants. Mais ça montre à quel point, à chaque fois, Israël, elle vient à la rescousse à la fois de la Turquie, en fait, des forces turques et des forces terroristes qui sont. Alors, à l'est de l'Euphrate, comme vous en avez parlé, je vais y arriver. À l'est de l'Euphrate, les habitants de villes à côté de Qamishli ont commencé puisque les Américains sont en train de renforcer leur présence, il y a des blindés et des chars qui défilent dans les villages, ce qui a bien provoqué la population, en plus avec leur arrogance et leur ère coloniale voilà. Donc ils ont été il y a des personnes de la population qui ont arraché le drapeau américain de ces chars, qui ont fait face en disant qu'est-ce que vous foutez dans notre pays, allez, c'est notre pays, c'est nos terres, etc. Et voilà, et suite à ça, ils ont tiré sur la population, ils ont tué une personne, et en fait là, effectivement, la population s'enflamme complètement contre l'occupant américain, et une véritable... et ce n'est pas la première fois, hein, la résistance populaire s'organise depuis un certain temps contre l'occupant américain, aussi bien à Hasakeh qu'à Qamishli. Et ça, c'est une très bonne chose, alors que les forces dites FDS, qui sont en partie des Kurdes importés de Turquie ou qui dirigent le mouvement FDS. Mais le FDS, c'est un ensemble de milices, en fait. Certaines parties ont accepté un accord avec la Syrie et puis ont passé à l'armée arabe syrienne les zones qu'ils dominaient, et d'autres continuent à coordonner avec les Américains parce que ils se sont vendus aux Américains. Mais j'ose penser qu'ils vont revenir à leur foi et à leur tête, voyant quand même que les Américains vont les lâcher, et ils iraient même... donc il est important. Et à ce moment-là, quand les Américains ont décidé de renforcer leur présence autour des puits de pétrole en Syrie, à Hasakeh aussi, il y a eu une grande opposition par la population, il y a eu une résistance, il y a eu un soldat américain qui a été tué, il y a eu des véhicules américains qui ont été explosés, etc. Donc en fait,
là, ça prend une allure réelle, je dirais. Et puis, bon, je voudrais dire quand même l'appel de Khamenei disant que partout et du Samahet Sheikh Nasrallah disant que les Américains, aucun soldat américain ne doit se sentir en sécurité dans notre région. Donc là, c'est aussi un appel à la résistance partout dans la région pour mettre fin à toute présence américaine atlantiste dans notre région. Et donc la Syrie, l'Irak, parce qu'en Irak aussi, de l'autre côté des frontières est syriennes, en Irak aussi, il y a une véritable résistance aux Américains. D'abord, c'était la résistance qui combattait Daesh, mais comme les Américains, ils viennent à la rescousse de Daesh à chaque fois que Daesh est complètement vaincu. Donc maintenant, les gens voient clairement que ce sont les forces américaines qui alimentent et qui soutiennent Daesh et qu'ils ne sont pas là pour lutter contre le terrorisme. Alors, un dernier mot d'espoir, peut-être, Aïssar, à propos du retour des réfugiés qui reviennent, semble-t-il, en nombre du Liban et de Jordanie notamment. Tout à fait, tout à fait. Alors, je rappelle quand même que la Syrie fait toujours appel, l'État syrien fait toujours appel à tous les réfugiés pour revenir au pays et que qu'il y a eu des amnisties pour ceux qui se rendent au pays et donc il y a un examen, des facilités pour améliorer leur situation administrative, pour les papiers, pour même ils sont accueillis par le Croissant Rouge syrien, aussi accueillis par des équipes qui leur facilitent la vie pour les orienter dans des maisons ou dans des lieux d'habitation provisoires en attendant que leur maison qu'ils reconstruisent leur maison, ou alors en leur procurant des vivres et des moyens de vie, etc. Donc ça c'est important aussi. Donc effectivement, là maintenant, ça commence alors que dans les pays voisins, ceux qui ne veulent pas que les réfugiés partent, hein, on leur dit attention, vous allez être arrêtés, vous allez être emprisonnés, etc. Et maintenant qu'il y a un certain nombre déjà qui est bien rentré, le bouche à oreille fonctionne et les gens voient que, au contraire, ils sont beaucoup bien accueillis et qu'ils seront beaucoup mieux traités dans leur propre pays avec dignité et avec le respect de leur dignité que dans les pays voisins, et que ce soit le Liban, la Jordanie et que la Turquie en fait. Hein. Oui, ils étaient pas et la forcément Turquie les empêche complètement de rentrer en oui. fait, je pourrais vous dire. Après, ils n'étaient pas forcément maltraités, mais comme au Liban, ils étaient en extrême surnombre. Enfin, c'était par rapport à la population locale, c'était énorme ce qu'il y avait comme, Tout à fait, comme tout à réfugiés. fait. Oui. Évidemment, les pauvres Libanais, ils pouvaient pas forcément accueillir dignement tout le monde. Oui, attends, mais alors c'est important de voir quand même qu'il y a une partie des Libanais, effectivement, une partie notamment le parti Al-Mustaqbal, etc. Il y a une partie des Libanais qui ont très très bien accueilli les Syriens, mais en fait, la question c'est que leur retour des réfugiés doit être traité avec la Syrie, et il y avait Saad al-Hariri qui refusait de traiter avec l'État syrien. Et je voudrais rappeler quand même que Gebran Bassil, l'ex-ministre des Affaires étrangères libanais, avait affirmé à plusieurs reprises qu'il était important de traiter avec l'État syrien, qu'il faut aller reprendre les relations normales avec la Syrie, notamment pour traiter de la question des réfugiés. Mais Hariri était toujours opposé. Et je voudrais dire aussi que le jour où il a dit « je vais demain à Damas » pour traiter, de la question des réfugiés, et deuxièmement, pour traiter de la question du passage pour nos produits à travers la Syrie,
eh ben, il y a eu des grandes manifestations au Liban le lendemain contre la vie chère, contre la corruption, etc. Et qui a fait que le ministère, l'ensemble du gouvernement est tombé. Donc, en fait, et ce n'est pas par hasard. À mon avis, ce n'est pas par hasard, parce que la situation difficile, économiquement difficile au Liban, ça fait 30 ans qu'elle est là. Sur le plan de l'électricité, sur le plan du traitement des poubelles, sur le plan des traitements de tout un tas de choses en fait, hein, et Oui. de l'eau, etc. On a vu effectivement Donc, voilà. un certain nombre de contestations sociales fleurir avec l'émergence de Facebook et de Twitter et d'autres réseaux sociaux. Ouais. J'aimerais Alors, préciser une dernière chose, puisqu'on a parlé des réfugiés syriens qui sont au qui Liban et reviennent. voilà. J'aimerais préciser une chose que j'ai découvert, puisque j'ai eu la chance de visiter votre beau pays, la Oui. Syrie, en 2015. Préciser que la Syrie a elle-même été une terre et est toujours une terre d'accueil, notamment pour les réfugiés syriens. Et on parle assez peu des réfugiés syriens qui sont dans leur propre pays. Mais auparavant, ça a été une terre d'accueil pour les Palestiniens et une terre d'accueil aussi pour les Irakiens. Quand il y a eu les deux guerres d'Irak, il y a beaucoup de gens de Bagdad qui sont venus s'installer à Damas et ailleurs. Voilà, je voulais le préciser parce que voilà, les Syriens sont des gens accueillants et voilà, pour une fois, c'est eux qui ont eu besoin d'être accueillis ailleurs. Et voilà, c'est comme on dit, malheureusement, la retourne, mais bon, maintenant qu'ils peuvent rentrer dans leur pays, aussi pour les Koweïtiens, quand il y a eu l'invasion du Koweït par l'Irak, les Koweïtiens ont été aussi accueillis en Syrie, et pas sous détente. Aïssar Bidani, merci beaucoup pour cet entretien, pour ce 75e SITREP, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci Raphaël. Et merci à tous.